Infrarouge, des films sans concession. Londonderry, Irlande du Nord. Cette ville réputée insoumise a résisté au plus long siège de l'histoire britannique. Aujourd'hui, pourtant, ces murs racontent une histoire plus contemporaine, celle de 30 ans d'agitation politique. Mais c'est une autre époque qui a marqué à jamais celle qu'on surnomme simplement Derry. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été au cœur de la bataille de l'Atlantique, bataille légendaire dont les secrets gisent non pas derrière les remparts de la ville, mais au large de ses côtes. La bataille a duré près de 6 ans. 100 000 hommes sont morts et 4 000 navires ont sombré. Des centaines à quelques kilomètres de la côte dont les épaves ont été oubliées au fond de l'océan jusqu'à aujourd'hui. Après des années de recherche, un explorateur a établi une carte inédite, celle des épaves disparues de l'Atlantique. Avec une équipe de plongeurs d'élite, il va partir à la conquête des profondeurs pour tenter de reconstituer ce chapitre oublié de l'histoire. Toutes les écoutilles sont fermées. Il y a un coffre ouvert rempli de munitions. Ce que ces hommes sont sur le point de découvrir permettra de mettre en lumière la bataille de l'Atlantique, tandis que du cœur de l'ancienne cité surgiront des secrets et les récits incroyables de la victoire alliée. Pour les Alliés, la bataille de l'Atlantique devait être remportée à tout prix, sinon la guerre était perdue. L'objectif de nos fouilles aujourd'hui, c'est un bunker top secret juste sous la pelouse. Ils sont arrivés à l'hôpital. C'était affreux de voir un homme dans cet état. Je me disais, que vont penser les gens quand ils sauront que je suis mort? Cette expédition hors du commun est une véritable plongée dans le passé, au cœur de la bataille qui a changé le cours de la guerre et de l'histoire. La bataille de l'Atlantique. En 1940, la Grande-Bretagne est en guerre. Mais elle dépend de plus en plus de l'aide américaine. Sans ses armes et son pétrole, elle ne peut poursuivre le combat. Chaque semaine, des convois de cargos chargés de vivres et de munitions traversent l'Atlantique en direction de la Grande-Bretagne. Face à eux, l'Allemagne nazie mobilise sa redoutable flotte de sous-marins, les U-boats, chargés de les intercepter et de les détruire. Afin de protéger leur convoi, les Alliés transforment Londonderry en place forte stratégique. Il fallait escorter les convois et les bases d'où partaient les escortes. Un ensemble de destroyers et de corvettes à l'autonomie réduite devait être situé le plus près possible du théâtre des opérations. L'occupation de la France par l'Allemagne en 1940 offre à la flotte de U-boats un accès direct à l'Atlantique et aux voies maritimes très fréquentées de l'Irlande du Nord. Désormais, aucun navire allié n'est en sécurité. La force de frappe des Allemands a été décuplée par cet accès à l'Atlantique. La Royal Navy devait établir une base le plus à l'ouest possible des îles britanniques. Le fleuve Foyle, la ville de Derry et le port de Lisahalley sont devenus d'une importance cruciale. La bataille de l'Atlantique n'aurait pas pu être gagnée si les bases de la Foyle n'avaient été mises à la disposition des Alliés. La Grande-Bretagne n'est pas la seule à comprendre l'intérêt stratégique de Derry. Les Américains aussi s'y intéressent de près, comme le montrent ces vestiges d'installations militaires à l'extérieur de la ville. Avant même l'attaque de Pearl Harbor, qui précipite leur entrée dans le conflit, ils commencent à établir une vaste base européenne en Irlande. Le président Roosevelt avait dit que la marine américaine aiderait à escorter les convois, et d'ailleurs elle le faisait déjà. Elle s'apprêtait à renforcer son soutien en les escortant tout le long de la traversée, et pour ça elle devait avoir une base de ce côté de l'Atlantique. Des officiers de la marine américaine sont venus de Londres pour inspecter les installations déjà présentes en ville et le long de la Foyle. Des clichés déclassifiés montrent que dès le début de 1941, près d'un an avant Pearl Harbor, la marine américaine avait décidé d'installer ses quartiers le long de la Foyle et avait choisi le site de Beach Hill, en périphérie de la ville, pour construire des casernes.
Ce camp américain, le premier en Europe, est nommé Base One. Avec lui, les États-Unis mettent un premier pied en Europe. Mais comme beaucoup des histoires de guerre à Derry, cette page est aujourd'hui enfouie. Le site de Beach Hill abrite aujourd'hui un hôtel de luxe. Pourtant, les preuves sont bel et bien là. Quelques abris Nissen et les restes rouillés d'une clôture portant l'inscription Base One. Des clichés américains montrent la véritable dimension de Beach Hill. Un site d'1,5 hectare avec plus d'une centaine d'abris Nissen. Des routes construites pour l'occasion, des abris anti-bombardement, des dépôts de munitions et de quoi loger plusieurs centaines de soldats. Un bataillon américain a vécu ici et sur 2 autres bases à l'extérieur de la ville. Le plus intrigant sont les dates inscrites sur les documents. Elles indiquent toutes que la construction de Base One était largement avancée en juillet 1941. Ainsi, 5 mois avant l'attaque de Pearl Harbor dans le Pacifique, les États-Unis se préparaient à faire la guerre en Europe sur la ligne de front de l'Atlantique. Mais Derry est déjà au cœur de l'action avant l'arrivée des Américains. Dès 1939, les navires escortes britanniques repoussent les attaques des U-boats ennemis le long des côtes. Aujourd'hui, les preuves de ces combats, des épaves britanniques et allemandes, gisent au fond de l'eau. Et l'explorateur Ian Lawler a bien l'intention de les retrouver. Après des années de recherche, il est parvenu à établir une carte très précise des épaves disparues de la bataille de l'Atlantique. On disposait de relevés cartographiques, de signalements de filets de pêche restés coincés et de témoignages de plongeurs. J'ai simplement tout rassemblé sur une même carte. Il a pu ainsi confirmer l'emplacement de centaines d'épaves. Mais il faut maintenant les identifier. Chaque point rouge sur la carte représente une épave. Et on n'en connaît pas la moitié. Ian Lawler s'apprête à plonger pour identifier 6 épaves stratégiques. Elles lui permettront de comprendre le déroulement de la bataille de l'Atlantique et le rôle de Derry dans la victoire alliée. Il va travailler avec des plongeurs d'élite, spécialistes des grands fonds. On peut lire tout ce qu'on veut, tous les ouvrages, tous les rapports possibles, mais rien ne vaut les preuves visuelles. L'équipe va plonger là où était situé le point de rencontre des navires alliés. Toutes les escortes alliées, tous les renforts qui traversaient l'Atlantique se retrouvaient à Derry pour faire le plein et rester quelques jours avant de repartir dans l'Atlantique Nord. Les Alliés ont envoyé 85 000 cargos en Grande-Bretagne. Ils voyageaient par convoi de 600 et étaient flanqués de 5 ou 6 escortes. Vous pouvez donc imaginer l'ampleur des opérations. Parmi les navires de guerre qui croisaient le long de ces côtes, les corvettes étaient les plus fréquentes. Adversaires redoutables pour les Allemands, elles ont échappé aux U-boats. Seuls 25 sur 300 ont été coulés, et seulement 2 dans les eaux de l'Irlande du Nord. Ian Lawler pense en avoir identifié une. L'emplacement lui a été indiqué par un skipper irlandais, Michael McVie. Je l'ai découverte en octobre dernier et elle se trouve à quelques mètres du cordon littoral. C'est incroyable, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de la trouver. D'après les coordonnées de l'épave, Ian Lawler pense qu'il s'agit de la corvette HMS Earth Castle. Les plongeurs s'apprêtent à l'explorer. Rich Stevenson est un plongeur chevronné. Il va superviser la mission et veiller à la sécurité de l'équipe. Ce bateau a dû couler en pleine bataille. Il était sûrement lourdement armé. Absolument. On peut en déduire que tous les explosifs, les missiles et autres munitions sont encore en état de fonctionnement. Tout à fait. D'accord. Il va falloir faire très attention. On est là pour filmer et rapporter des infos, pas pour désamorcer une bombe. Le site de plongée se trouve à 60 km des côtes. Grâce à un sonar, Michael McVie positionne son bateau au-dessus de l'épave. Elle est maintenant à 75 mètres sous leurs pieds. À cette profondeur, ils ont peu de marge de manœuvre. Le nombre de plongeurs en Irlande capables de descendre aussi profond se compte sur les doigts de la main. C'est très profond et très dangereux. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est très très dangereux.
On ne peut pas dire que plonger se fait sans danger. On ne peut pas respirer. Il faut calculer les risques. Il faut maintenir les niveaux de gaz toxiques au plus bas. Privilégier la sécurité avant tout. C'est tellement profond qu'en cas de problème, on ne peut pas remonter rapidement. Leur équipement est spécialement conçu pour les grands fonds. Pendant 3 heures, ils vont respirer un mélange de gaz savamment dosé pour qu'ils puissent les maintenir en vie. C'est parti. Après de longs préparatifs, les plongeurs sont enfin prêts à descendre à plus de 75 mètres. La descente dure 15 minutes. Au fond de l'eau, ils n'auront que 20 minutes pour explorer et filmer l'épave. Ian Lawler doit trouver des indices pour confirmer qu'il s'agit bien de l'HMS Earth Castle. La corvette mesurait 75 mètres de long et pesait plus de 1000 tonnes. Elle était équipée de canons, de grenades anti-sous-marines et d'un mortier. La zone est peut-être minée. On a parfaitement conscience de circuler au milieu de munitions de la Deuxième Guerre mondiale, auxquelles il vaut mieux ne pas toucher. La poupe a été détruite et les débris éparpillés au fond de l'eau. Seule la proue est intacte. Le temps presse et les plongeurs n'ont pas encore trouvé les preuves qu'ils cherchent. Mais soudain, Ian Lawler découvre toute une série d'obus. Même au bout de 70 ans, ils peuvent exploser à tout moment. On ne sait pas si ça va sauter. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier. Il examine les obus avec attention. Leur présence prouve qu'il s'agit bien d'un navire militaire. Juste avant de remonter, il découvre un nouvel indice. Le Squid, un triple mortier spécifique des corvettes de la Seconde Guerre mondiale. Il permettait de lancer des grenades anti-sous-marines à plusieurs centaines de mètres, avec une extrême précision. Celle-ci est encore chargée. La corvette aurait donc sombré pendant le combat. On prend conscience de la taille d'un mortier. On dirait une torpille. C'est vraiment énorme. La découverte du Squid est cruciale pour l'identification de l'épave. Mais cette fois, le temps s'est écoulé. Il faudra 2h30 aux plongeurs pour remonter à la surface. S'ils remontent trop vite, des bulles d'azote pourraient s'infiltrer dans leur sang et provoquer un arrêt cardiaque. De retour à bord, Ian Lawler et les plongeurs partagent leur découverte. Au début, j'ai cru que c'était un winch, à cause de la roue crantée. Puis je me suis dit, mais c'est le mortier. On a 10 minutes d'images vraiment superbes. Je suis très content. Ouais, c'est super. En haut d'une falaise surplombant l'océan, les images de l'épave vont être examinées par 2 historiens. Randy Papadopoulos est américain, chercheur en histoire navale au Pentagone. Axel Nisley est un historien allemand spécialisé dans les U-boats de la Seconde Guerre mondiale. Ian Lawler a besoin de leur expertise pour confirmer qu'il s'agit bien de l'HMS Earth Castle. Pour un navire qui a coulé récemment, c'est beaucoup plus casse-tête que ce que je pensais. Oui. On a trouvé ça. C'est un Squid. Ouais. Il est chargé? Oui, il est chargé. Et là, on a des obus d'environ 10 cm de diamètre. Ça fait beaucoup de munitions, non? Oui. Il faut être prudent. Les 2 historiens étudient les images, puis consultent les archives navales et plusieurs maquettes de navires. Chaque détail va leur permettre d'identifier l'épave. Ils sont enfin en mesure de confirmer que Ian Lawler a fait une découverte exceptionnelle. L'épave est bien celle de l'HMS Earth Castle,
l'une des 2 corvettes coulées au large de l'Irlande du Nord. Elle était très sophistiquée pour l'époque, et ça ne trompe pas. Ce type de navire est un destructeur de sous-marins très efficace, équipé des armes les plus avancées de l'époque. Le squid était très utile car c'est une arme qui tirait vers l'avant, ce qui permettait au sonar de la corvette de repérer un sous-marin sous la surface et d'atteindre directement sa cible. Malgré la lourde artillerie de la corvette, l'équipage n'a pu éviter la torpille du sous-marin ennemi. Elle a coulé dès le premier impact. La torpille à capteur acoustique a dû se repérer au moteur de la corvette et pulvériser la poupe. L'impact a sans doute eu lieu quelque part près des moteurs. Il ne devait pas rester grand-chose de la poupe quand elle a sombré. Pour le commandant allemand qui avait mené son sous-marin jusque dans les eaux alliées, ce fut une victoire décisive. Le navire a coulé tout près des côtes. Le sous-marin avait réussi à s'approcher très près, à moins de 75 km du rivage de la Grande-Bretagne. Un vrai tour de force. Pourtant, cette attaque audacieuse a été l'œuvre d'un sous-marinier sans expérience, le comte Graf von Matuschka. Graf von Matuschka était très jeune. Il avait moins de 30 ans et servait déjà dans la marine avant de s'engager sur les U-boats. Mais il n'avait aucune expérience de sous-marinier. Et il effectuait sa première patrouille dans les eaux ennemies. Le commandant Matuschka inflige aux Alliés des pertes considérables. En 10 jours, il parvient à couler 5 navires de ravitaillement, il détruit du matériel militaire, des réserves de carburant et provoque la mort de 226 marins alliés. Il est devenu le héros de la flotte des U-boats. Mais les Alliés le mettent rapidement hors d'état de nuire. Au cours de la patrouille suivante, il est repéré par un avion qui transmet sa position. En quelques heures, il est sabordé. Il n'y aura aucun survivant. Pour Jan Lawler, la découverte de l'épave de la HMS Earth Castle est une première victoire. Pendant la guerre, tout s'oubliait très vite. Ce genre d'incident arrivait tout le temps. Le Earth Castle a été coulé, détruit au combat, rien de plus normal. Aujourd'hui, ce sont les plongeurs qui reconstituent les événements et font la lumière sur ce qui s'est passé. Quand on trouve ce qu'on cherche, tous nos efforts sont récompensés. Car cette corvette est bien plus qu'une simple épave. C'est un cimetière marin où reposent 17 hommes qui ont sacrifié leur vie au nom de la liberté. Une impressionnante logistique était nécessaire pour remporter la bataille de l'Atlantique. Ainsi, pour encadrer les milliers de cargos qui traversaient l'océan, il fallait coordonner plus d'une centaine de navires armés. On parle d'environ 1 million de personnes qui mettaient tout en œuvre pour que la bataille de l'Atlantique devienne une victoire alliée. De ce point de vue, c'était une entreprise colossale, du jamais vu dans un conflit armé, à l'époque et encore aujourd'hui. Au cœur de cette gigantesque opération, le Magee College de la ville de Derry. Mais son rôle exact reste enveloppé de mystère, et l'historien Johnny McNee est bien décidé à en savoir plus. Il est convaincu que sous les pelouses du collège se cachait une immense base souterraine. D'ici, il contrôlait les convois en provenance et à destination de l'Amérique. Il déchiffrait les codes des U-boats qu'ils interceptaient et organisait les raids aériens de la Royal Air Force le long des côtes. D'après ses recherches, le bunker aurait été occupé par le commandement de la marine. Seuls quelques officiers savaient où il se trouvait. Ils opéraient en isolement total. Des gens travaillaient dans les bâtiments au-dessus du bunker et seuls les hauts gradés étaient autorisés à descendre et travailler sous terre. Le bunker opérait sans que personne à Derry ne se doute de rien. La base clandestine faisait partie d'un vaste réseau de coordination de la bataille de l'Atlantique.
Il y avait 3 bunkers comme celui-ci en Grande-Bretagne. Un à Whitehall, un sous la Derby House à Liverpool et un ici. Les 2 autres étaient installés dans les sous-sols de bâtiments existants. Celui-ci a été construit pour l'occasion. C'est le plus proche du lieu de la bataille. Dénicher les preuves d'un secret aussi bien gardé 70 ans plus tard n'a pas été facile. Johnny McNee n'a trouvé mention du bunker que dans de rares documents militaires. Quand j'ai épluché les archives, je n'ai trouvé qu'une demi-douzaine de pages mentionnant ce qui se passait ici. Il a notamment découvert une description détaillée des lieux par un de ses occupants. Un bon point de départ pour effectuer des fouilles. Tout ce qu'on a, c'est le témoignage d'une auxiliaire de la marine qui travaillait ici. Elle parle d'un hangar, de marches en béton, d'un dédale de couloir, puis d'une salle des cartes, d'une salle de codage et de décodage. C'est l'objectif de nos fouilles aujourd'hui. Grâce à un géoradar, les archéologues sont en mesure de voir sous les pelouses du collège. Et ils découvrent tout un faisceau d'indices. On peut voir à 10 mètres sous terre. En plus des objets qui se trouvent sous la surface, je vois la composition du sol, ce qui est passionnant. L'archéologue Alastair Russell pense que le bunker pourrait se trouver juste sous leurs pieds. Là, c'est bien. On a une anomalie bien nette. Je vois ça. Elle commence à 1 mètre, 1 mètre 50. Oui. On a beaucoup d'interférences provenant d'un objet assez gros. Et bizarrement, c'est là où le terrain est le moins lisse. Oui. C'est souvent comme ça. Un peu plus loin. Oui, c'est ça, c'est juste là. L'herbe est plus rare, c'est très spongieux, très humide. C'est une bonne indication de traces possibles de bunkers. Ces clichés de la base navale souterraine de Liverpool donnent une idée de la dimension du complexe et des différentes salles qui le composaient. Regarde, c'est bon. On a une belle anomalie avec beaucoup de résonance. C'est exactement ce qu'on aurait avec un trou ou une tombe ou quelque chose de cette taille. Ça pourrait être l'entrée d'un escalier ou je m'emballe trop vite? Non, 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 ne t'emballe pas trop vite. Comme un tunnel. D'accord. L'indication est précieuse. Mais Johnny McNee devra attendre les fouilles pour obtenir une confirmation. Cette découverte est peut-être la première d'une longue série. Et une preuve supplémentaire du remarquable effort de guerre déployé par les Alliés pour remporter la bataille de l'Atlantique. Le centre névralgique de la bataille est ici, sous l'herbe. Les affrontements sur l'Atlantique sont d'une violence inouïe. Chaque semaine, de plus en plus de marins sont tués ou gravement blessés. Les rescapés sont transportés jusqu'aux hôpitaux de Derry pour être soignés. Le bilan humain du conflit est lourd. Et les habitants de la ville tentent par tous les moyens de se rendre utiles. Quand les sirènes retentissaient, on devait sortir et pédaler jusqu'à l'hôpital sur le front de mer. C'était très dur de voir de nos propres yeux ce dont on entendait parler aux actualités. Esdell Johnson a 17 ans lorsque la guerre éclate. Comme des centaines d'adolescents, elle se porte volontaire pour travailler dans les hôpitaux de fortune qui accueillent un flot incessant de blessés. Les hommes se laissaient soigner facilement, car ils étaient très courageux et très heureux d'être à terre. Ils étaient contents d'être à l'hôpital. Beaucoup de leurs camarades n'avaient pas pu être sauvés et ils étaient heureux d'être là. Esdell Johnson se souvient de 2 survivants retrouvés plusieurs jours après une attaque de torpille. Ils avaient dérivé sur des canaux de sauvetage à la merci de l'Atlantique. Ils étaient dans un petit canot et ils étaient gelés, recroquevillés en forme de L quand ils sont arrivés à l'hôpital. On ne pouvait pas les allonger. Quand on les mettait sur le dos, les pieds se relevaient. C'était très triste. Je leur ai bandé les pieds et quand je suis revenue, j'ai découvert que leurs orteils tombaient. Je m'en souviens très nettement. J'avais du mal à y croire.
C'était affreux de voir un homme dans cet état. Vraiment affreux. Lexi Edgar était infirmier volontaire dans une association caritative. Il accueillait les convois de retour au port et transportait les blessés à l'hôpital. On est allé à Mollville, où un croiseur lourd tentait de se protéger des sous-marins. On a placé tous les blessés dans des petits bateaux et on les a remontés par le fleuve. On s'est occupé de tous ceux qui pouvaient être soignés sur place. Les blessés les plus graves étaient envoyés dans les hôpitaux. Je me souviens que j'ai dû y retourner pour secourir un officier très amoché. Il était sanglé de la tête aux pieds. Il ne restait pas grand-chose de lui. Son corps était couvert d'éclats d'obus. Lexi Edgar et ses collègues tenaient un registre détaillé des victimes de la bataille. Ils notaient la date, le nom du navire et celui des blessés. Ces pages entières de notes montrent la progression quotidienne du bilan humain. Les blessés souffraient de commotions, de fractures, de brûlures, de plaies par balles. À la fin de la guerre, Lexi Edgar et les infirmiers de son équipe avaient soigné 3401 blessés, les plus chanceux. 100 000 soldats ne sont jamais rentrés chez eux. Les 4000 épaves encore au fond de l'océan témoignent de leur sacrifice. Pour comprendre comment la bataille de l'Atlantique s'est déroulée au large des côtes de Derry, Ian Lawler et ses plongeurs doivent retrouver la trace des navires ennemis. Ils partent à la recherche d'un sous-marin. La flotte de U-boats allemands était composée de plusieurs types, mais beaucoup avaient des caractéristiques communes. Une coque longue et étroite, une section centrale plus haute, le kiosque, des périscopes pour voir au-dessus de la ligne de flottaison, un schnorkel, un tube de prise d'air pour les moteurs diesel et des lances-torpilles. Ces détails vont permettre à l'équipe d'identifier une nouvelle épave qui se trouve en eau profonde, à 45 km des côtes. Mais une tempête se prépare et les plongeurs doivent agir vite. Ils se mettent en route avant le lever du jour. Quand ils remonteront, on aura un vent de force 5 ou 6, donc il faudra être prudent. Un bulletin d'alerte a été lancé. On attend des vents de sud-ouest de force 6 le long des côtes irlandaises. L'épave se trouve à 60 mètres de profondeur. Un sonar permet au skipper de positionner son bateau le plus près possible. Le vent se lève. Les plongeurs doivent préparer leur équipement malgré 1,80 m de houle. On aperçoit l'épave à environ 4 mètres. La partie supérieure est à environ 60 mètres de fond. Rich Stevenson donne pour consigne d'écourter la plongée. Inutile de prendre des risques par un temps pareil. On va se limiter à 2h30, parce que la météo est contre nous. Il y a une vilaine tempête qui approche. Je la sens déjà. Ok les gars, c'est bon. Une fois les plongeurs à l'eau, Michael McVie reste vigilant et surveille de près l'évolution de la météo. À 67 mètres de fond, les plongeurs découvrent les restes d'un sous-marin allemand. L'épave mesure environ 60 mètres. Ils font le tour à la recherche d'indices sur son naufrage. À première vue, la coque semble intacte. Toutes les écoutilles sont fermées. Soudain, ils repèrent une zone gravement endommagée. La partie à l'avant du kiosque est à peine reconnaissable. Le périscope est replié contre la coque. Tout semble indiquer que le choc a été d'une violence extrême. Ian Lawler découvre un magasin encore chargé de munitions. Il est temps pour les plongeurs de remonter. Les nouveaux éléments qu'ils ont découverts permettront peut-être d'identifier le sous-marin et de comprendre comment il a coulé. Une fois à bord, Ian Lawler fait un compte-rendu de l'exploration.
Toutes les écoutilles sont fermées, mais le kiosque est détruit. Il y a un coffre ouvert rempli de munitions. Elles sont utilisables? Absolument. Tu les as vues? Oui, j'ai même astiqué les cartouches. On te reconnaît bien là. Le bilan est très positif. Tous ces indices devraient permettre d'expliquer pourquoi le U-boat a sombré. Cette fois, la tempête n'est plus très loin. La journée a été éprouvante et le retour s'annonce très mouvementé. Pendant la guerre, les sous-marins, tout comme les navires, essuyaient de plein fouet des tempêtes similaires. Et des mers comme celle d'aujourd'hui, ou pire encore, étaient fréquentes pour les convois de l'Atlantique Nord. Quand on voit la mer déchaînée comme aujourd'hui, on comprend ce qui a pu se passer. On visualise très bien. On prend conscience du sacrifice de ces jeunes gens et des conditions extrêmement pénibles de cette bataille. Comme si le mauvais temps ne suffisait pas. Ils devaient en plus éviter de se faire tuer. Les images de la nouvelle épave filmée par Ian Lawler intriguent Randy Papadopoulos et Axel Nisley. Quelque chose d'anormal est arrivé à ce U-boat. Oui, voilà le périscope. D'accord. Il a été totalement aplati contre la coque. Oui, oui. Oui, il a été perforé. Mais il devait être sorti pour être tordu comme ça. Comme si quelque chose était passé au-dessus du kiosque. Et là, c'est la tête du schnorkel. Ah, d'accord. En effet, c'est très net. Si le mât est debout, ça veut dire que le schnorkel faisait tourner des moteurs alors que le sous-marin était immergé. Donc ça veut dire qu'il évoluait tout près de la surface et rechargeait ses batteries avant de partir vers le fond. Il y a un endroit où les canaux de sauvetage ont été arrachés. Il y a un grand trou et il manque tous les canaux. Il y a aussi un détail qu'on n'a pas vu quand on a plongé. Là. On a failli rater ça. L'écoutille. Elle est ouverte. Oui, elle est ouverte. Ouais. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'elle a été utilisée comme sortie de secours. Et ça nous éclaire un peu sur ce qui a pu arriver à ce sous-marin. Il a probablement été percuté et évacué plus tard. Percuté pendant qu'il rechargeait ses batteries. C'est ça. Oui. Cet indice est essentiel pour l'identification du U-boat. Après avoir recoupé les archives allemandes, britanniques et canadiennes, les deux chercheurs parviennent à une conclusion. L'épave est celle du U-1003, un sous-marin allemand qui a connu une fin brutale et inattendue. Voilà une photo de U-1003 lors de sa première patrouille. On voit l'installation autour du schnorkel. C'est un type C-7 de la fin de la guerre. C'est une machine de guerre redoutable, très dangereuse pour les navires alliés. D'après les rapports, il aura été sabordé à environ 90 km au nord-ouest des côtes irlandaises. Il devait recharger ses batteries juste sous la surface quand il a été percuté par un navire escorte canadien. Le schnorkel et les périscopes ont été endommagés, ce qui l'empêchait de fonctionner normalement. Les Alliés ont réalisé qu'ils avaient heurté un U-boat et ont lancé des grenades. 14 navires escortes se précipitent sur les lieux et tirent des grenades à leur tour. Mais le U-1003 leur échappe. Il reste tapi au fond de l'eau, tandis que son équipage tente de réparer les dégâts. Les nerfs du commandant sont mis à rude épreuve. La pression était trop forte et il a dû paniquer. 3 jours après la collision, sous la menace permanente d'une attaque aérienne, il a décidé de saborder son sous-marin pour sauver l'équipage, bien sûr. Mais la façon dont il l'a fait a scellé le sort de ses hommes. Il a agi en pleine nuit, dans des conditions météo très mauvaises et sans préparation suffisante. Sortir les canaux de sauvetage de nuit n'était vraiment pas la meilleure idée pour sauver des hommes. Le résultat a été catastrophique.
Seuls 16 des 50 membres d'équipage ont survécu. 34 sous-mariniers allemands meurent lors de l'évacuation du U-1003. Les 16 rescapés sont secourus par une corvette alliée. Et le U-boat allemand sombre dans l'oubli pendant 70 ans. À mesure que la bataille s'intensifie, les troupes ne cessent d'affluer à Derry. La ville accueille désormais 20 000 membres de la Royal Navy et 10 000 Canadiens. Et surtout, plus de 5 000 Américains qui ont très envie de se faire remarquer. Les jeunes femmes de Derry sont impatientes de faire connaissance avec ces beaux étrangers. Dès qu'on terminait notre journée à l'usine, on se dépêchait de se mettre sur notre 31. Une fleur de pavot, un peu de poudre et de rouge à lèvres, et c'était parti. Direction les dancing de Derry. Ils grouillent de marins américains fraîchement débarqués d'une longue traversée et bien décidés à prendre du bon temps. On ne faisait jamais tapisserie. Ils invitaient toutes les filles à danser, même s'ils ne savaient pas mettre un pied devant l'autre. Si les jeunes filles appréciaient de danser avec les Yankees, les jeunes hommes de Derry ne voient pas cela d'un très bon œil. Les Américains avaient une façon de danser bien à eux. Ils dansaient sur du jazz, ce genre de choses, et ils faisaient tomber les filles. Il y avait 2 entrées pour accéder à ma rue. Je me souviens qu'un soir, j'avais un prétendant qui m'attendait d'un côté et un second de l'autre. Je suis allée voir lequel était le plus joli garçon. Les Américains nous volaient les filles. C'étaient des grands gaillards, bien charpentés, avec de grosses bottes. On était tout émoustillés. Je me souviens que ma mère a dit « Heureusement, Maureen n'est pas en âge de s'impliquer avec ces jeunes gens ». Mais elle ne se doutait pas que la guerre durerait assez longtemps pour que je sois en âge de le faire. Tu te souviens quand ils ont pris cette photo ? Pour Maureen Archibald et Robert Mathis, le rôle de Derry dans la bataille de l'Atlantique a été un événement heureux. Et il a valu à Maureen d'avoir sa photo imprimée dans tous les journaux des États-Unis. Par mon travail, j'ai rencontré le supérieur de Bob. Il m'a dit qu'une de ces jeunes recrues voulait me rencontrer. On a fait connaissance. Il n'aimait pas trop danser. Mais j'ai réussi à le traîner au bal et il ne s'en est pas trop mal sorti. Il se trouvait très mauvais, mais je le trouvais très bien. Maureen se laisse séduire et 1 an plus tard, elle accepte de l'épouser. L'idylle entre un soldat américain et une fille du pays fait rapidement jaser. Et le jour J, une foule de curieux se presse à la cérémonie. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était rempli de gens que je ne connaissais même pas. Ils avaient eu vent d'un mariage américain et ils étaient tous venus à la cathédrale. Un charmant mariage a été célébré à la cathédrale de Derry jeudi matin. Mademoiselle Maureen Archibald a dit oui à Robert Lawrence Mathis, officier dans la marine américaine. Ce mariage atypique bouscule les conventions. C'est le début d'une formidable aventure. Quand Robert rentre en poste aux États-Unis en compagnie de sa jeune épouse, l'engouement médiatique les poursuit, cette fois des 2 côtés de l'Atlantique. Le navire des mariés quitte Derry pour l'Amérique. 65 jeunes Irlandaises vont s'installer aux États-Unis. Quand on y pense, on n'a eu que 16 heures pour se préparer à quitter notre famille. Sur le moment, je n'ai pas compris ce que ça impliquait quand ils m'ont demandé d'être la première à descendre du bateau. Je ne l'ai compris qu'une fois sur le quai. En réalité, j'étais censée être, et je crois d'ailleurs que c'était vrai, la première femme de GI à fouler le sol américain. Maureen est alors une petite célébrité. Partout où elle se rend lors de ses premières semaines aux États-Unis, le même accueil l'attend. Toutes ces femmes et ces journalistes m'attendaient. La première mariée de guerre arrive avec le sourire. On me harcelait de questions. Il y avait beaucoup d'animosité de la part des jeunes américaines, car on leur volait leurs hommes.
Pendant les 6 années de guerre, 1500 Nord-Irlandaises volent le cœur de militaires américains et rejoignent leur nouveau mari aux États-Unis. Mais c'est Maureen qui leur a ouvert la voie. Elle est la première Européenne à avoir épousé un GI. La prochaine destination des plongeurs est l'épave d'un célèbre sous-marin allemand. Un U-boat qui, après avoir écumé tout l'Atlantique, a provoqué le malheur d'une famille d'Irlande du Nord. C'est difficile de se perdre sur un sous-marin, mais c'est bien d'avoir un point de départ. On va se croiser pour ne pas se gêner. D'accord. Il sera probablement couché sur le côté. On verra bien si on a de la chance. Le skipper les conduit à 16 km du rivage jusqu'à l'emplacement de l'épave. Mais la force des courants complique considérablement la plongée. Les courants sont d'environ 0,6 nœuds, ce qui est très gênant pour les plongeurs avec tout leur équipement. Ils ne peuvent pas nager par plus d'un demi-nœud. Rich Stevenson doit programmer judicieusement le moment de la descente. On ne doit pas prendre de risques inutiles. Si on a un problème avec un courant pareil, ça devient 2 fois plus compliqué. À la première accalmie, Michael McVie fait descendre un grappin jusqu'à l'épave. Ok, Kevin. C'est bon, les gars. Les plongeurs ne perdent pas de temps. À 58 mètres de profondeur, peu de lumière filtre depuis la surface. Mais il distingue l'épave d'un U-boat. Ian Lawler réussit à prendre des mesures dans l'obscurité. Le sous-marin fait 7 mètres de large sur 75 mètres de long. C'est un monstre. Les plongeurs repèrent la forme reconnaissable du kiosque et du périscope. À tribord, ils découvrent le schnorkel. Sur les premiers modèles de U-boat, une fois le sous-marin immergé, l'arrivée d'air des moteurs diesel était coupée et l'appareil ne fonctionnait plus qu'avec des moteurs à batterie moins puissants. Plus tard, l'ajout d'un schnorkel a permis d'utiliser les moteurs diesel même en profondeur. Ainsi, le U-boat pouvait se déplacer plus rapidement sans se faire repérer. Sur un U-boat classique, les lance-torpilles se trouvaient à la proue. Mais cette épave en possède 2 de plus à la poupe. Ce signe distinctif va permettre d'identifier le sous-marin. Une fois la plongée terminée, Ian Lawler commente les images pour les 2 historiens. Le schnorkel, les lance-torpilles à l'arrière et la position du périscope ne peuvent signifier qu'une chose. Tout indique que c'est un U-boat type 9. Le type 9 était une arme clé de la flotte allemande. Il y en a eu plus de 150 en activité pendant la guerre. Après consultation des archives navales, il ne reste plus qu'un sous-marin possible. Il ne peut s'agir que du U-155. Ce U-boat était un adversaire redoutable. Ses énormes réservoirs lui permettaient de traverser 4 fois l'Atlantique sans s'arrêter. Et grâce à son schnorkel, il pouvait rester immergé des heures durant. Un U-boat type 9 était conçu pour des opérations de longue haleine. Il restait généralement immergé 20 heures par jour et ne refaisait surface que la nuit pour recharger ses batteries. L'équipage du U-155 a exploité l'autonomie et l'artillerie exceptionnelle du sous-marin à son maximum. Parti de sa base en France, il a traversé tout l'Atlantique et son schnorkel lui a permis de rester immergé durant la quasi-totalité du voyage. Il est ainsi parvenu en Floride sans se faire repérer. Imaginez un U-boat construit en Allemagne et basé en France qui parvient jusqu'au détroit de Floride à seulement 60 km des côtes. Il était vraiment tout près des côtes américaines et les défenseurs américains n'avaient jamais vu ça. En avril 1943,
À seulement 60 km de Key West, le U-155 coule 2 tankers géants. Ces sous-marins ont vraiment amené la bataille de l'Atlantique jusqu'aux portes des États-Unis. Tout à fait, c'était les eaux territoriales américaines. Toute la zone était contrôlée par la marine américaine, du moins théoriquement, et ces U-boats sont parvenus jusque dans cette région. Ce sous-marin meurtrier, l'un des 10 U-boats les plus efficaces de la flotte allemande, a navigué jusqu'à la fin de la guerre. Il n'a perdu en tout que 5 membres d'équipage et a fait subir aux Alliés des pertes considérables. Il a coulé 26 navires et tué 900 hommes. Parmi eux se trouvait un jeune officier originaire d'Irlande du Nord. Il a laissé derrière lui une veuve et un enfant. David Brou n'est pas encore né quand la guerre éclate et que son père s'engage dans la marine. En 1939, il a rejoint la réserve de la Royal Navy. Il a épousé ma mère la même année. Voici une photo de leur mariage. On le voit ensuite sur le HMS Dunvegan Castle avec ses collègues officiers. Ces photos datent de 1940. David Brou n'a jamais connu son père, mais il conserve un précieux souvenir, une carte postale envoyée par son père alors qu'il n'avait que 9 mois. En mars 1942, il m'a envoyé cette carte de New York. Elle m'est adressée. Bien sûr, ma mère devait me la lire. Mais elle dit, « Mon cher David, ça te plairait de venir vivre ici avec moi et ta mère? J'espère que tu es bien sage et que tu prends soin de ta maman, ton papa. » On sent qu'au moment où il l'a écrite, il avait envie d'être chez lui, en sécurité auprès de sa famille. À New York, John Brou rejoint l'équipage d'un porte-avions, le HMS Avenger, et part servir en Méditerranée. Aux premières heures du jour, le 15 novembre 1942, le HMS Avenger traverse le détroit de Gibraltar en route vers l'Angleterre. Mais il n'est pas seul. Caché sous la surface, le U-155 a déjà le convoi en ligne de mire. Son commandant s'appelle Adolf Cornelius Pinning. On possède un extrait de son journal de bord, racontant toutes les offensives qu'il avait entreprises. Quand il a repéré le convoi, il se trouvait à 8 km. Il s'est approché pour attaquer. Et il a lancé au total 6 torpilles vers des cibles à l'horizon. Le commandant Pinning vise juste. Il touche 3 navires. Une torpille enflamme la soute à munitions de l'Avenger. L'explosion scinde le porte-avions de 9000 tonnes en deux. Il sombre en moins de 2 minutes. Plus de 500 hommes sont tués. Parmi eux, le père de David, John. Voici le télégramme que ma mère a reçu. Au regret de vous informer que votre mari John Sidney Brou, réserviste de la Royal Navy, a été porté disparu et présumé mort en service. Stop. Lettre suivra. Voilà le message de sa mort. De nombreux télégrammes similaires sont envoyés aux familles des marins. La bataille de l'Atlantique a coûté la vie à 70 000 alliés tels que John Sidney Brou. Jusqu'à la fin de 1941, la Grande-Bretagne demeure en danger. Les U-boats semblent invincibles et la victoire est loin d'être assurée. Mais les Alliés s'apprêtent à changer radicalement de tactique. Dans le prochain épisode, les Alliés prennent la voie des airs
pour remporter la bataille en mer. Les U-boats n'osaient même plus remonter à la surface. Et les enfants des héros revivent les exploits de leurs parents. Attention la tête, c'était dangereux. Maman devait se faire un sang d'encre quand il partait en mission. Pendant que les plongeurs partent à la recherche de l'arme secrète d'Hitler. On voit la profondeur, la taille de la coque du sous-marin. C'est incroyable. C'est vraiment autre chose.